Salut les gens, c'est Fernael. Aujourd'hui, pas de débardeur mais une chemise, parce qu'on va parler d'un sujet sérieux, très sérieux. En plus, sous la dernière vidéo en commentaire, il y a un gars qui a remis en cause ma virilité. Eh bah j'en ai rien à foutre. Je pense que les gens ont clairement cliqué pour ça. Donc comme annoncé, du sérieux, du lourd, puisqu'aujourd'hui on va partir sur un sujet qui a de particulier que plein de gens en parlent sans rien y connaître, ou donnent leur avis dessus, tout en lançant des énormités. Un plateau de CNews ou mon fil Twitter finalement. Mais ce qu'il a de singulier ce sujet, c'est que même pour les premiers concernés, ce n'est pas très clair, et rien ne nous aide à comprendre davantage tout ça. Alors pour déjà mieux y voir moi-même et vous aider à éclaircir le truc, on va revenir ensemble sur le devoir de réserve des militaires. Il y a quelques jours, en toute simplicité, ma copine me demandait, tranquille, à la maison... Dis donc Fernael, tu ne cesses de parler de sujets politiques ou sociétaux dans tes lives et tes vidéos. Mais tu es militaire, n'est-ce pas incompatible tout ça ? Absolument, c'est une très vieille histoire. Alors, pas tant que ça, Jamy, mais tout de même... Comme j'ai la fâcheuse tendance de documenter ce que je raconte avec des textes de loi, on va partir tous ensemble et avec enthousiasme dans les abysses du droit français. Le devoir de réserve est donc défini par l'article L4121 du Code de la Défense comme ceci. Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l'exercice de certains d'entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées au présent livre. J'aime pas trop beaucoup ça. Puis, les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres. Elles ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service, et avec la réserve exigée par l'état militaire. Cette règle s'applique à tous les moyens d'expression. Elle ne fait pas obstacle au libre exercice des cultes dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte. Enfin, il est interdit aux militaires en activité de service d'adhérer à des groupements ou associations à caractère politique. Alors j'ai tranché dans le texte, mais celui-ci ne nous indique pas grand-chose de plus, ni ne précise davantage le concept. Les sources sont en description, bien entendu. Donc en résumé, on peut noter plusieurs choses. Tout d'abord, le militaire est un citoyen comme un autre, mais certains de ses droits et libertés peuvent être restreints, voire interdits. La liberté de croyance et d'opinion est indiquée clairement. Cependant, et c'est tout ce qui nous intéresse aujourd'hui, cette liberté d'opinion ne peut s'exprimer qu'en dehors du service, c'est-à-dire pas sous l'uniforme, et également avec la réserve qu'exige l'état de militaire. Alors comment est définie cette réserve? Quelles en sont les limites? Eh bien comme dirait Céline... Eh ben, on n'est pas sorti du sable. Enfin, un militaire ne peut pas adhérer à un parti politique ou un mouvement, ou toute autre association à caractère politique. Bah là c'est très clair, waouh, choucrane beaucoup, la loi, tu régales. Alors c'est pas précisé ici, mais ça vaut également pour les syndicats. Avant de voir comment ces règles sont appliquées, on va tenter de comprendre pourquoi elles existent. C'est vrai que ça peut paraître anticonstitutionnel, contre les droits du citoyen, tout ça. Pourquoi limiter de cette façon la liberté d'expression de tout un corps de métier? Les raisons sont diverses, et parfois même historiques. Il existe de véritables risques à laisser les militaires s'exprimer, notamment dans le cadre du service. Évidemment que faire entrer les débats politiques ou religieux nuira à l'institution. Ce sont des sujets extrêmement clivants, or c'est une cohésion de groupe qu'on recherche dans les armées. Autoriser une libre expression de ces idées apporterait des tensions qui ne sont pas souhaitables dans les rangs. Non, il est pas frais. Aussi, une des caractéristiques principales des armées est la hiérarchie. Chacun a une place bien précise dans la chaîne de commandement et se trouve forcément subordonné à un supérieur. Imaginez maintenant si ces chefs usaient de leur position et du pouvoir qu'ils ont sur leurs troupes comme un outil de propagande afin de promouvoir une position personnelle. Et voilà les problèmes, surtout que ce serait assez efficace, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord à cause de l'ascendance et de l'autorité intrinsèque qu'ont les chefs sur leurs subordonnés, également à cause du biais d'autorité qui
qui fait qu'on a tendance à surévaluer les opinions de nos supérieurs. Par ailleurs, si des représentants de l'État, car les militaires le sont, commencent à prendre des positions partisanes, ça nuirait à la fois à l'institution et à l'État. Si on commence à douter de la neutralité d'un corps, on doute aussi de sa loyauté. Or, en France, le pouvoir militaire est subordonné au pouvoir politique. Et c'est une bonne chose. La nation, par ses décisions démocratiques et donc la conception du gouvernement, définit les orientations de la défense. Les armées sont donc un pouvoir contrôlé par la nation. Certes, aux ordres du gouvernement, l'armée conserve une indépendance idéologique par le devoir de réserve. En plus, en France, ça n'est absolument jamais arrivé que des militaires se servent du prestige de l'institution ou de ce qu'ils y ont fait pour tenter ou même de prendre le pouvoir de façon plus ou moins légale. Ça n'est jamais arrivé. All my fellas. 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 En dehors de ça, si cette institution commence à émettre des avis politiques alors même qu'elle a une très bonne image dans l'opinion publique, c'est un problème. Préserver la neutralité absolue de l'expression de celle-ci permet à tous de garder confiance dans cette institution dont le but absolu est le service de la nation. Alors c'est assez régulier qu'à l'inverse, des responsables politiques aux commentateurs prennent en exemple ou bien à témoin les armées, toujours sur leur accord d'ailleurs. Je suis interrogé sur un outil, celui du service militaire. Mais moi, ça me choquerait pas du tout si on envoyait l'armée dans les banlieues nous débarrasser de cette espèce de petits salopards de dealers qui pourrissent la vie. Il n'y a pas de solution militaire. Tous les militaires nous le disent. Moi, je suis militaire, j'ai jamais dit ça. Madame Royal, je suis désolé, mais je suis d'une famille de militaires, donc c'est des choses que je suis. Vous êtes dans la confusion la plus totale. Non. Encore une fois, le devoir de réserve oblige les militaires à rester au-dessus de la mêlée, ne pas rentrer dans le débat et accessoirement éviter que tout le monde passe pour une truffe. On peut faire un rapprochement entre devoir de réserve et laïcité, dans le sens où restreindre une expression garantit la liberté de croyance. En effet, ne pas reconnaître comme officielle une croyance garantit l'égalité entre toutes. Pas de prime à la norme ou de favoritisme. Et oui, ça c'est sur le papier et particulièrement sur la question religieuse. François Chauvency parlait dans Inflexion en 2008 d'un catholicisme engagé, parfois prosélyte, qui paraît peu à peu faire sa place au sein de l'institution militaire. Cette perception est d'autant plus forte lorsqu'on progresse dans la hiérarchie militaire avec une apparente surreprésentation des officiers catholiques. Mais non! Mais hasard de dingue! Un peu plus tard dans l'article, il donne même des exemples de discrimination envers des militaires ou épouses de militaires de confession protestante ou juive. J'ai moi-même été témoin de ce prosélytisme assumé à bord par ces officiers tradis comprendre catholiques conservateurs. Lecture de la Bible pendant les quarts de nuit, homophobie justifiée par la foi, injonction à venir à la messe, et enfin communautarisme non dissimulé. C'est donc ça le grand remplacement? Bah non, du coup, ça compte pas. Oh mais je comprends rien encore à leur truc. Ces comportements sont difficiles à critiquer en interne, car ce sont majoritairement les chefs qui les ont. C'est prendre un pari que de dénoncer son capitaine ou son commandant, prendre le risque de se faire ostraciser à son tour, cataloguer d'anti-catho ou anti-tradi, avec les conséquences associées à sa carrière. Bien que je trouve le phénomène particulièrement inquiétant, il faut aussi remarquer que ce genre de comportement reste de nos jours encore minoritaire. Alors oui, la rigueur n'est pas totalement tenue dans les rangs. On va maintenant voir des exemples qui le démontrent. Car effectivement, l'application du devoir de réserve se fait notamment via la jurisprudence, c'est-à-dire les jugements passés. J'ai choisi d'étudier 3 exemples, 2 assez connus, et un inédit, je le crois en ligne, assez surprenant, vous allez voir. Valeurs actuelles. Magazine plusieurs voix jugées coupables de provocation à la haine ou d'injures à caractère raciste. Une presse tout à fait mesurée et dans laquelle on s'exprime avec réserve. Le lieu idéal pour l'expression des militaires, non ? Eh bien, c'est ce qu'ont cru les officiers généraux, entre autres, qui ont publié non pas une, mais 2 tribunes, en avril puis en mai 2021. Pour l'écriture de cette vidéo, j'ai dû relire ces 2 œuvres d'une rare douceur, et j'y ai pas pris beaucoup de plaisir d'ailleurs. Alors ça dénonce l'antiracisme, nous parle des hordes de banlieue, et ça fleure bon l'accélérationnisme. Vous savez, promouvoir l'idée qu'une guerre civile ethnique arrivera entre 2 camps, globalement les blancs et les non-blancs. Délicieux.
On va pas se mentir, on est complètement dans les théories racistes et réactionnaires et donc dans le lectorat moyen du magazine. Et c'est bien ce qu'on reproche à ces officiers généraux à la retraite et à ces militaires d'active, soldats, marins et aviateurs qui, anonymes, ont refusé dans la deuxième tribune de donner leur nom et qui même pour certains se sont rétractés une fois celle-ci publiée. Le propos était si éminemment politique, flirte avec les idées les plus intolérantes et réactionnaires de notre spectre idéologique. Même si ça tente la carte de la neutralité, forcément. Ce n'est peut-être pas à des militaires de dire cela, arguerez-vous. Bien au contraire, parce que nous sommes apolitiques dans nos appréciations de situation. C'est un constat professionnel que nous livrons, car cette déchéance, nous l'avons vue dans bien des pays en crise. Elle précède l'effondrement, elle annonce le chaos et la violence, et contrairement à ce que vous affirmez ici ou là, ce chaos et cette violence ne viendront pas d'un prononciamento militaire, mais d'une insurrection civile. Bien joué, mais ça ne change absolument rien. Bah ouais les gars, elle est loin d'être neutre votre tribune, y a qu'à voir qui la soutient. Marine Le Pen soutient bien ses militaires, mais... La tribune irresponsable, publiée dans Valeurs Actuelles, est uniquement signée par des militaires à la retraite, qui n'ont plus aucune fonction dans nos armées et ne représentent qu'eux-mêmes, a commenté Madame Parly, ministre des Armées sur Twitter, rappelant que deux principes immuables guident l'action des militaires vis-à-vis du politique, neutralité et loyauté. Les différents signataires ont été sanctionnés par le ministère, et c'est une bonne chose. Je souhaite que leur mise à la retraite d'office soit décidée. Ces officiers généraux vont passer chacun devant un conseil supérieur militaire. Au terme de cette procédure, c'est le président de la République qui signe un décret de radiation. Nous avons décidé d'engager les procédures visant à leur radiation. Vouloir voiler ce genre de propos et faire sa propagande derrière l'intégrité de l'institution, c'est pas très classe. Et c'est fait assez grossièrement d'ailleurs. Ou bien c'est totalement intentionnel et assumé, comme le prochain exemple. Le 19 mars 2024, le parti Les Républicains présentait un de leurs nouveaux candidats aux élections européennes, le général Christophe Gomard. Or, problème, sur ce visuel, il apparaît en uniforme et c'est tout à fait illégal. Cette fois-ci, c'est un arrêté de 2007 qui précise que le port de l'uniforme est totalement interdit lors d'une manifestation à caractère syndical et politique. Là, on est dans le cadre d'une campagne électorale, pas besoin d'avoir fait un doctorat en droit pour savoir qu'on est en plein dedans. Alors peut-être que le parti ne le savait pas, ou bien que Christophe Gomard n'a pas été prévenu pour ce visuel. Vous savez, on croit toujours à la bonne foi ici. Le 22 mars, il est invité sur le plateau de LCI. On le questionne à propos de ce visuel. Voyons ce qu'il a à en dire. Déjà une polémique, c'est l'affiche qui a été publiée sur les réseaux sociaux sur laquelle vous postez en uniforme. On voit la photo là, or, en tout cas sur un document officiel de campagne, c'est interdit. C'est une faute et elle vient d'où ? Alors vous savez, j'ai servi la France pendant 36 années, j'ai été engagé en opération, j'ai commandé les forces spéciales, j'ai porté l'uniforme et je suis fier de mon uniforme. Je pense que c'est une polémique inutile au moment où effectivement il y a des grands défis géopolitiques. Enfin, je veux dire... Mais personne ne remet en cause votre engagement, mais c'est juste commencer par une faute, c'est gênant. Ça n'est qu'un visuel. Les gens, quand vous allez sur Internet, vous regardez, vous trouvez que des photos de moi en uniforme. Vous trouvez peu de photos en civil. Même lorsque je suis annoncé rentrer pour venir dans une émission, on utilise des photos de moi en uniforme, parce que dans l'esprit collectif, un général, ça porte un uniforme. Bon bah il assume tranquillement le truc, parle de son engagement de 36 ans, que je respecte. Soyons d'accord. Mais ne réagit absolument pas sur l'illégalité du fait. Et le journaliste n'appuie pas beaucoup plus sur le truc, on peut noter. On va les couilles, frère. Sauf qu'on peut tout à fait être fier de son uniforme en général et respecter la loi. Or elle est là votre faute, vous assumez l'enfreindre. Ce qui ressort de cet extrait, c'est une forme d'impunité face aux règles. Or elles sont faites pour toutes et tous, du soldat au général. Selon France Info, il aurait reçu un appel du SEMA, du chef d'état-major des armées, le premier des militaires. Nous ne savons rien du contenu de cet appel. Je tourne cette vidéo le 1er avril, et aucune information concernant une éventuelle sanction n'est parue. Affaire à suivre donc. Le dernier exemple, je l'ai connu grâce à une réponse d'un follower sur Twitter à un post justement sur Gomard. J'ai donc grâce à lui découvert l'existence de Dominique de Lorgerie. Bonjour, je suis Dominique de Lorgerie. Et là on va s'attarder un peu sur son cas, parce que ça tombe bien, c'est un marin, que dis-je, un militaire philosophe. Capitaine de vaisseau, il a commandé notamment des flottilles d'hélicoptères et également été le directeur de la communication de la Marine nationale.
Après s'être présenté aux élections cantonales de 2011 à Angoulême, il se présente de nouveau cette fois-ci aux élections législatives dans le département de la Charente. Et ce, sans étiquette, c'est-à-dire sans affiliation à un parti. Dans un article du Point, il déclare alors « Je suis très attaché à la liberté d'engagement et de parole, et je me trouve à mon aise et pleinement libre hors des partis. » Interrogé sur le chef de l'État de l'époque, François Hollande, il répond « Je partage certaines des idées du président de la République, notamment sur la lutte contre la discrimination, bien que je sois plus réservé sur d'autres. » Sur son positionnement sur l'éventail politique, il nous explique « Puisque je ne suis membre d'aucun parti, la préfecture a voulu me présenter comme étant divers droite. Or, cela ne me convenait pas du tout. Il faut savoir que la préfecture doit affecter à chaque candidat une nuance prise dans une liste de 16 possibilités allant de l'extrême gauche à l'extrême droite. Il y en a une qui convenait parfaitement à ma situation. Elle est intitulée « Autre ». Je ne suis ni divers gauche ni divers droite, je suis autre. Et il me semblait important d'être reconnu avec cette spécificité. Ok, je crois qu'on tient quelqu'un de mesuré, qui se définit comme neutre, réservé. L'orgerie serait-il le bon exemple qu'on cherche depuis tout à l'heure? Eh bien d'après mes recherches, pour les 2 élections qu'on vient d'évoquer, où il était militaire d'actif, je tiens à le rappeler, tout était légal et bien mené. Alors forcément, j'ai creusé un peu sur le monsieur, il devient un contre-amiral de 2e section, comprendre 2 réserves, par la retraite, hein, pas dans le sens devoir de réserve, suivez, bordel. Donc ça en 2020, et depuis il s'occupe de son domaine viticole familial. C'est en 2022 que nous le retrouvons, encore une fois pour la campagne des législatives. Alors cette fois-ci, que va faire notre parangon de la neutralité et du juste milieu? Jusqu'à présent, je m'étais toujours présenté de manière indépendante et autonome par rapport à tous les partis politiques. Et donc je veux rester dans cette logique d'indépendance, dans le respect. Hein, voilà. C'est pour ça que là j'ai eu la chance d'avoir le parti d'Éric Zemmour qui globalement portait les idées que j'avais envie de porter. Le parti d'Éric Zemmour, le parti d'Éric Zemmour, le parti d'Éric Zemmour, le parti d'Éric Zemmour. Non, Dominique, pas toi, tu nous fais l'humaniste et ensuite tu rejoins un parti fondé par un gars qui a été jugé coupable de, je cite, complicité de provocation à la haine raciale, provocation à la discrimination à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance à une race, provocation à la discrimination et à la haine religieuse, injure à caractère raciste. Je continue ou ça va, tout le monde a compris? Je vous propose d'être nazi, d'accord? Bordel, je passe tellement de temps à tenter d'expliquer que les militaires sont pas des immenses fachos et Dodo il aide pas là. Alors c'est tout à fait son droit, mais je tiens quand même à souligner que sur sa chaîne YouTube il s'expose en uniforme. C'est sur cette même chaîne qu'il y a son clip de campagne. Il lie donc sa carrière à son engagement réactionnaire. Vraiment pas ouf à mon sens. Après avoir partagé ces exemples, je vous vois venir. Père Naël, tu tapes toujours sur le même bord, ce n'est pas très neutre ce que tu fais. Eh bien figurez-vous que, avec toutes les recherches que j'ai faites, je n'ai trouvé que des exemples de rapprochement de militaires, d'officiers en l'occurrence, avec les idéaux classés comme conservateurs ou bien réactionnaires. Vous me connaissez, je suis ouvert au débat et je tente d'être le plus honnête possible. Alors si vous avez des exemples qui portent sur l'autre bord de l'échiquier politique, n'hésitez vraiment pas à me les partager en commentaire. Peut-être même qu'on en fera un live Twitch. Au rayon des bons élèves, on parlera du capitaine Laetitia Saint-Paul, élu député La République En Marche en 2017 et toujours en fonction. Appliquant la loi à la lettre, les mises en détachement, c'est-à-dire ne sert plus dans les armes, durant ces 2 campagnes et donc ces 2 mandats. Elle a notamment fait évoluer la loi et permis aux militaires de devenir conseillers municipaux dans des communes de moins de 10 000 habitants. Comme quoi, le droit n'est pas figé, mais ça n'a pas toujours été le cas. Depuis la moitié du 19e siècle, et jusqu'à 1945, les militaires avaient leur droit de vote limité, voire interdit pour certains scrutins, les précédents bonapartistes ou boulangistes étant passés par là. Ces restrictions ont eu pour conséquence l'apparition de l'expression « grande muette » pour parler de l'armée dans son ensemble. De nos jours, on l'utilise encore, pour faire référence au devoir de réserve. Et c'est assez juste. Depuis le putsch des généraux d'Alger en 1961, l'expression publique et politique des militaires se fait rarissime, au point que de nos jours, on s'étonne à peu près à chaque fois qu'une expression existe. Ce climat a fait qu'une forme d'autocensure des militaires s'est mise en place. Or, si on regarde avec un œil sec le droit, l'expression reste possible sous les conditions qu'on a évoquées plus tôt. Il est un exemple assez révélateur de cette autocensure. Les militaires ont tout à fait le droit d'aller manifester. En tant que citoyens, en tant que militaires, encore moins sous l'uniforme. Mais ils peuvent.
De cette façon, j'ai moi-même participé à des manifestations dont les thématiques avaient des principes ne rompant pas avec le devoir de réserve. 1er mai ou marche des fiertés par exemple. Vouloir défendre ses droits, les étendre ou combattre les discriminations, c'est assez républicain, non? Par ailleurs, encore une fois, tant que ça n'est pas excessif ou dans le cadre du service, les militaires peuvent parler de politique. Donc oui, par exemple, je peux dire me réjouir que la proposition de loi initiée par Mathilde Panot portant sur la liberté des femmes à recourir à l'interruption volontaire de grossesse ait été retenue par le gouvernement Attal et ainsi inscrite dans la Constitution. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, que conclure sur le devoir de réserve? Si cette restriction existe, c'est pour de bonnes raisons. Pour éviter que celles ayant un pouvoir certain n'arrivent dans le débat public avec toute la puissance et la légitimité que leur accorde l'institution. Mais c'est devenu avec le temps un outil tout à fait vertueux. Il permet à cette institution d'éviter de véhiculer des discours extrêmes. Et c'en est même, à mon sens, devenu une des fonctions primordiales. Combattre la violence, les discriminations et la haine. C'est proscrire de l'expression institutionnelle des concepts néfastes. En fait, le devoir de réserve, c'est un truc de woke. Ah, celle-là tout de même, je sais pas si je l'aurais tenté. Oui, c'est de vous, les ignobles racelards et homophobes dont on parle. Car aujourd'hui, le péril, il vient de vous. Et j'avoue, j'ai moi-même une fois appelé au combat publiquement. Voilà. Cette arme sera utilisée pour représenter la volonté du peuple par le peuple et pour le peuple. Et la défense de la République. Voilà. Que les choses soient dites et bien dites. Alors peut-on me reprocher dans cet extrait spectaculaire, je vous l'accorde, de reprendre mot pour mot la constitution de notre beau pays? Allez, plus sérieusement, je veux dire avec cette vidéo à mes collègues militaires, cessez de vous sentir illégitime ou bien muselé, car vous ne l'êtes pas. Le devoir de réserve n'est pas un mythe qu'il faut sacraliser. Nous sommes des citoyens comme les autres. Vous pouvez prendre position, donner votre avis, mais n'allez jamais trop loin. Renseignez-vous. Demandez à vos supérieurs quelles sont les limites de cette expression. Et surtout, ne mêlez pas la belle institution que nous servons à vos combats. Ce n'est donc pas le devoir qu'il faut changer, c'est notre manière de l'appliquer. Faisons-en tous un outil formidable. Le devoir de réserve dans sa forme actuelle est une bonne chose, qui nous oblige, nous, serviteurs de la nation, à ne pas aller trop loin. Ce n'est pas une censure, c'est une obligation à la vertu. Bon, je crois avoir dit ce que j'avais à dire sur ce sujet qui, vous l'aurez compris, vous l'aurez ressenti, je pense, me tenait particulièrement à cœur. Et je suis également particulièrement fier d'avoir produit cette vidéo, qui j'espère va être utile pour beaucoup de gens. Donc si vous avez appris des trucs, parce que c'est quand même vachement sympa d'apprendre des trucs, et même si vous êtes juste d'accord avec ce que j'ai dit dans la vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager, parce que c'est comme ça que ça marche, à des civils, à des militaires, à des gens dont le sujet peut intéresser, le partage, le bouche à oreille, c'est comme ça que ça fonctionne pour que ça se diffuse, parce que ça ferait plaisir quand même qu'il y ait un petit succès quand même pour tout le boulot qui a été fait. On se retrouve en tout cas très très vite en direct sur Twitch, vous pouvez me retrouver sur Twitter, X, là, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. C'était Fernael, un marin, un militaire et un citoyen, et surtout, n'oubliez pas, vous êtes les marins les plus réservés de tous les temps.